Bonjour, bienvenue sur Gallica, sur cet exposé consacré à la civilisation précolombienne des Mayas. Nous sommes en 1502, Christophe Colomb a découvert l'Amérique il y a 10 ans, ou plutôt les Antilles, et il entreprend son 4e voyage où il va aborder pour la première fois les côtes du continent sud-américain. Christophe Colomb est au mouillage avec ses caravelles dans le golfe du Yucatan, et là, il voit arriver un canoë d'une vingtaine d'Indiens, et ce canoë se dirige vers l'île de Guanara. Le canoë approche des caravelles, et les Espagnols les invitent à monter à bord. Là, la rencontre est plutôt amicale, les Indiens sont pacifiques, les Espagnols aussi, on s'échange des cadeaux, on se regarde, on palpe les vêtements, les peaux, les ornements et les objets des autres, et puis par la suite, chacun regagne sa route, et Colomb l'ignore encore, mais il vient de rencontrer des Mayas. Il faudra ensuite attendre 9 ans pour que des Espagnols croisent à nouveau la route de tribus Mayas. Il y a une autre histoire bien plus tragique, en effet. En 1511, des rescapés d'un naufrage survenu au large de la Jamaïque débarquent dans un état lamentable sur une plage du Yucatan qui fait face à l'île de Cozumel. Alors ils ont dérivé pendant 13 jours, ils sont très fatigués, ils ont passé de longues journées au soleil au milieu de la mer, sans vivre, sans boire, sans manger, et la moitié d'entre eux est déjà mort. À peine ont-ils touché la plage qu'ils sont accueillis par une troupe d'Indiens. Alors cette fois, la rencontre est beaucoup moins amicale. Les Indiens massacrent la moitié d'entre eux lors d'un sacrifice, et les autres sont mis en cage en attendant une autre cérémonie. Alors on les gave de nourriture pour qu'ils reprennent un peu d'embonpoint. Dans tout ce petit groupe de rescapés, il n'y en a que 2 qui vont s'en sortir, Jerónimo de Aguilar et Guerrero. Alors qui sont-ils ? Jerónimo de Aguilar est un frère franciscain qui va ensuite devenir l'esclave d'un chef maya qui prendra soin de lui. Quant à Guerrero, sa destinée sera tout à fait particulière puisqu'il va totalement s'assimiler aux Mayas et il va même épouser une femme maya, une princesse de haut rang, selon les coutumes locales, et il aura même 2 enfants avec elle, qui seront finalement les premiers métis d'Amérique du Sud. Il va se laisser pousser la barbe, les cheveux, se mettre des peintures, se percer les oreilles, enfin devenir un véritable Indien maya. Et par la suite, d'ailleurs, même lorsqu'il aura l'occasion de rejoindre les Espagnols, eh bien, il refusera et il va apprendre aux Mayas de sa tribu à résister aux Espagnols pendant un bon moment. Il va leur enseigner comment se servir des armes, comment construire des bastions, des forts. Et grâce à tous ces bons conseils, eh bien, les Mayas vont pouvoir repousser les attaques espagnoles pendant 20 ans. Finalement, Guerrero va mourir en héros auprès de ses compagnons en 1536, et son histoire va devenir une légende, puisqu'une statue lui est consacrée à Akumal, au Mexique, et l'on peut l'admirer encore aujourd'hui. Alors ces 2 histoires sont tout à fait anecdotiques, mais elles sont intéressantes car c'est la première fois que des Espagnols rencontraient des Mayas. Et cette civilisation maya n'est pas une tribu comme les autres, ce n'est pas une petite troupe d'Indiens isolés sur une île, il s'agit d'une véritable civilisation qui a commencé il y a 3500 ans. Géographiquement, les Mayas, qui comptaient quand même 10 millions d'habitants, soit plus que le royaume de France, ont peuplé toute la péninsule du Yucatan, qui comprend aujourd'hui une partie du Mexique, le Guatemala, le Belize, le Salvador et le Honduras. Sur cette carte du Yucatan, vous voyez les 3 principales zones du peuple maya. Les basses terres du nord, autour de Chichen Itza, les basses terres du sud, autour de Petén, et enfin dans les montagnes, les hautes terres. Les archéologues et les historiens divisent en général l'histoire des Mayas en 3 parties. L'époque préclassique qui commence 2000 ans avant Jésus-Christ et qui s'arrête 250 de notre ère, et qui voit en fait l'origine des Mayas, c'est-à-dire la tribu des Olmèques. La deuxième période est la période classique, qui va jusqu'à 900 après Jésus-Christ, et qui va marquer l'apogée de la période Maya. Alors c'est durant cette période notamment que l'on va avoir de très nombreuses cités-États dans les basses terres du Sud,
par exemple Tikal et Calakmul. Et enfin, la période post-classique qui va s'achever en 1400 après Jésus-Christ, c'est-à-dire juste avant l'arrivée des Espagnols, et qui va être marquée par l'effondrement de la civilisation maya, avec les cités-États des basses terres du Sud et l'arrêt des constructions monumentales et des inscriptions que l'on voit un peu partout. Quand on parle de l'effondrement de la civilisation maya, ça ne signifie pas la disparition du peuple maya. Le peuple maya, lui, existe toujours. Si vous voyagez, vous faites un peu de tourisme en Amérique centrale, vous verrez qu'il existe toujours des villages et que les Mayas parlent toujours leur langue et existent toujours, ils sont toujours là. Simplement, leur civilisation a disparu. C'est-à-dire tout ce qui est lié à l'architecture, aux cités, aux pyramides, tout ça est fini depuis bien longtemps. Alors depuis 1492, les Espagnols ont déjà conquis 2 grandes îles, Cuba et l'Hispaniola, qui correspond aujourd'hui à Haïti et Saint-Domingue. Sur ces 2 grandes îles, les Espagnols ont exploité tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont exterminé soit la population, soit ils l'ont réduit en esclavage. Et c'est ces îles qui vont servir de tête de pont à la colonisation de l'Amérique centrale. En 1517, Hernandez de Cordoba va lancer une expédition pour chercher des esclaves et, si possible, de l'or. Alors il se dirige vers l'ouest et débarque sur une île toute proche de la côte nord-est du Yucatan. L'île regorge de temples qui abritent des idoles féminines, si bien qu'il la baptise Isla Mujeres, qui veut dire île des femmes en espagnol. Et là, les Espagnols découvrent avec stupéfaction que les Indiens ont construit des édifices absolument énormes en dur, qui contrastent totalement avec les petites huttes et les petits villages qu'ils avaient jusqu'à présent découverts dans les îles. Ils s'emparent de quelques objets en or, puis Cordoba lève l'ancre et longe la côte nord. Une fois à terre, les Espagnols sont attaqués par de féroces Mayas contre lesquels Cordoba doit utiliser l'artillerie de ses navires. Alors au final, il y aura de lourdes pertes, les Espagnols vont essuyer beaucoup de morts et de blessés, et Cordoba lui-même mourra de ses blessures quelques jours plus tard. C'est aussi durant cette période que les Espagnols entendent parler pour la première fois de la richesse et de la puissance d'une autre civilisation, les Aztèques. C'est là que Hernán Cortés va appareiller le 18 février 1519 avec 11 navires, 500 hommes et 16 chevaux. Son périple le mènera jusqu'au sol mexicain où il va brûler ses navires pour dissuader ses hommes de retourner en arrière, et il lui faudra seulement 1 an pour mettre à genoux l'Empire aztèque. En 1525, Cortés a achevé la conquête de l'Empire aztèque et il se dirige maintenant vers le sud, vers le pays maya, dans le Yucatan. Il emmène avec lui 140 soldats, 3000 Indiens, 150 chevaux, un troupeau de porcs, des munitions et des vivres. Son voyage qui va du Tabasco au Honduras dure près de 6 mois. C'est long. Alors il va d'abord affronter les marécages, où il va falloir construire des chaussées, des ponts pour traverser, puis les forêts, où on se perd assez facilement, et enfin les montagnes avec de nombreux précipices et où vont tomber ses hommes et quelques chevaux. Alors l'étape la plus notable du périple de Cortés, c'est la ville de Tayasal. Alors Tayasal, c'est une ville qui est située sur une île, sur le lac Petén Itzá. C'est un endroit très important car c'est la capitale des Itzás, qui est le plus puissant groupe maya du pays. Donc quand Cortés arrive dans cette ville, le chef maya est d'abord impressionné par Cortés. Alors pourquoi ? Parce que Cortés organise une messe grandiose, avec toute une fanfare, avec des trompettes, des hautbois et des chants. Et face à cette cérémonie, le chef maya accepte de briser ses idoles et de prendre une croix. Et devant ce signe d'adhésion, Cortés offre au chef maya un cheval, un de ses chevaux qui est blessé. On ne saura que bien plus tard ce qui est arrivé à ce cheval. En fait, les Mayas vont considérer ce cheval comme une idole, comme quelque chose qu'il faut vénérer, et ils vont lui donner à manger des fleurs et de la viande. Alors, on imagine que ça ne va pas beaucoup aider le cheval à retrouver la forme, et le cheval va mourir peu de temps après. Et ce n'est qu'un siècle plus tard qu'on va savoir ce qui s'est passé, puisque des franciscains vont arriver à Tayasal et vont découvrir une statue qui représente le cheval assis comme un humain.
En 1692, un nouveau gouverneur arrive au Yucatan, Martin de Ursúa. Ce nouveau gouverneur a compris une chose, c'est que les Itzas résistent aux Espagnols depuis si longtemps parce qu'ils sont isolés sur une île au milieu d'un lac. Alors il décide de construire une route qui va droit vers le lac pour désenclaver les Mayas de leur isolement. Et c'est grâce à cette route que les premiers missionnaires espagnols vont découvrir les cités et les ruines mayas des époques précédentes. Par exemple, en 1696, il y a une mission du père Avedando qui emprunte cette route et tente à son tour de convaincre le Canek, c'est-à-dire le roi maya, de se convertir. Alors, à nouveau, le roi maya refuse, mais c'est grâce à cette route donc que le missionnaire va découvrir les ruines de Tikal et plus tard Yaxchilan. L'acte final de cette résistance des Itzas va arriver en 1697. Pendant un an, les Espagnols vont préparer une nouvelle croisade contre les Itzas, et c'est Martin de Ursúa, donc le gouverneur du Yucatan, qui déploie cette fois les grands moyens. Il envoie 2 détachements militaires au lac Petanitza. Tayasal est finalement prise après un long siège et un véritable massacre. Les Itzas fuient à la nage et les Espagnols, aussitôt après avoir pris la fameuse cité, eh bien, s'empressent de construire une église sur les ruines du temple et brisent toutes les idoles. Il aura donc fallu 2 siècles après Christophe Colomb pour que les Espagnols soumettent le peuple maya. Alors on l'imagine bien, la priorité des Espagnols à l'époque n'était pas de chercher à étudier ou à comprendre la culture des Mayas ou d'explorer les ruines des pyramides, mais bien de conquérir le maximum de territoire et d'évangéliser toutes les populations locales. Cortés est notamment passé à côté de ruines très importantes sans en soupçonner l'existence. Et les récits des découvreurs des ruines de cette époque sont longtemps restées mortes et n'ont été exhumées que des siècles plus tard. Donc au final, ceux qui s'intéressent aux Mayas, ce sont surtout les religieux. Alors les premiers franciscains débarquent en 1535 dans un but précis, amener rapidement les indigènes à la vraie foi, c'est-à-dire au catholicisme. Et cette conversion va se faire, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la douleur. Un homme va particulièrement symboliser cette répression évangélique, c'est le premier évêque du Yucatan, Diego de Landa. Cet homme, en fait, sera un paradoxe. Il sera à la fois le meilleur chroniqueur du peuple maya, mais aussi son meilleur fossoyeur. Et c'est dans un livre que l'on peut lire encore aujourd'hui que Diego de Landa va raconter tout ce qu'il voit. Et sans le savoir, Diego de Landa va devenir sans doute le meilleur chroniqueur pour les historiens qui vont vouloir étudier la culture maya dans les siècles suivants. Alors il va par exemple décrire ce que l'on va appeler plus tard des codex, ces sortes de feuilles de papier en accordéon sur lesquelles seront inscrits des glyphes. Leurs livres étaient écrits sur une grande feuille doublée en plis, qu'on refermait ensuite entre 2 planches, qui étaient ornées avec soin. Ils écrivaient de l'un et de l'autre côté en colonne, suivant l'arrangement des plis quant au papier. Ils le faisaient des racines d'un arbre et lui donnaient un vernis blanc sur lequel on écrivait très bien. Et le côté sombre de Diego de Landa va être marqué par une journée, la date du 12 juillet 1562, où il va se dérouler une véritable tragédie dans l'histoire maya. Ce jour-là, Landa organise un auto-da-fé à Mani, où il va brûler des dizaines de codex, des autels en pierre, des vases et des milliers d'idoles. Et cette destruction massive des codex va retarder considérablement le déchiffrage des glyphes mayas pendant plusieurs siècles et sera même dénoncé par son supérieur à l'époque, l'évêque Francisco Toral. C'est vraiment tout le paradoxe de ce personnage, de ce prêtre, puisqu'il va exprimer dans ses récits toute l'admiration qu'il a pour la civilisation maya. Il va parler par exemple des vertus des Mayas, comme le courage, la volonté, la tempérance, l'entraide. Ce ne sont pas des sauvages, constate-t-il, mais des civilisés. Il explique que les Mayas soignent leurs champs, plantent des arbres, construisent de belles maisons avec des toits couverts de paille et des villes éclatantes de blancheur. Et au centre de ces villes, il explique qu'on voit des tas de temples et des vastes parvis. Et puis Landa va visiter ces cités en ruine. Il va arpenter les pyramides,
Il va même passer plusieurs jours à les contempler, et il comprend en fait que cette civilisation est entrée en décadence depuis déjà bien longtemps. Il décrit ce qu'il voit, il dessine des croquis à Issamal où il découvre la grande pyramide de Kinish Kakmo, sur laquelle on s'empressera de construire une petite église. Il trouve aussi un masque en tuque sur le côté que dessinera plus tard Catherwood. Il découvre et dessine d'autres pyramides comme à Tiou. Il remarque aussi les stèles gravées d'inscriptions à Mayapan. Puis il visite Chichen Itza, qu'il décrit avec le cénote des sacrifices. Il s'interroge sur la quantité de ces ruines. Il émet des hypothèses, il se demande peut-être que ces villes changeaient souvent d'emplacement. Les Indiens lui expliquent par ailleurs que les stèles à Tzilan étaient sculptées tous les 20 ans. Or, 20, c'est le nombre que les Mayas utilisent pour compter. Et puis il y a ces signes gravés sur les stèles, sur les pyramides, sur les céramiques et les statues. Ces signes représentent en fait des formes, des animaux ou des humains. Alors on va d'abord les appeler les idéogrammes, puis des glyphes, puis des hiéroglyphes. On les appelle aussi tantôt des signes, des caractères. Alors le déchiffrage des glyphes est une longue histoire, une véritable saga pleine de rebondissements, de coups de théâtre, parfois d'égarements, qui va s'étaler sur des siècles. Alors cette écriture a été comprise très progressivement, notamment grâce à deux chercheurs, le russe Yuri Knorozov dans les années 50 et le jeune américain David Stewart qui dès l'âge de 15 ans déchiffre déjà un florilège de signes dans les années 70. Grâce à eux, on déchiffre aujourd'hui près de 80% des écritures mayas, au point que l'écriture est enseignée aujourd'hui dans les villages mayas en Amérique centrale. Alors, qu'est-ce qui a rendu difficile le déchiffrage des glyphes? Eh bien, d'abord parce que c'est une écriture qui est mixte. C'est-à-dire que les signes mayas sont à la fois sémantiques, c'est-à-dire qu'ils désignent des mots, et phonétiques, c'est-à-dire qu'ils désignent des sons, des syllabes. Un caractère peut ainsi représenter soit un son, soit un mot. De plus, il existe plusieurs centaines de signes mayas, et l'écriture était réservée à une élite, à l'instar des scribes en Égypte. Un caractère pouvait aussi désigner plusieurs mots, et le sens de lecture était assez complexe. L'autre obstacle, c'est que les chercheurs avaient très peu de supports pour travailler, car la plupart des codex avaient, comme je vous l'ai expliqué, été détruits par les Espagnols. Les chercheurs ont principalement travaillé sur les caractères gravés dans les ruines, sur les stèles, dans les pyramides, et sur les codex. Seuls 4 codex ont été retrouvés en Europe, où ils étaient conservés dans des bibliothèques et parfois même oubliés depuis 2 siècles. Diego de Landa a lui-même évoqué le langage des Mayas dans son livre. On apprit à lire et à écrire la langue des Indiens, de telle façon qu'on la réduisit en forme de grammaire qu'on étudiait comme la latine. Il se trouva ainsi qu'il n'usait pas de 6 de nos lettres qui sont D, F, G, Q, R, S, dont ils n'ont aucun besoin, mais ils sont obligés d'en doubler d'autres, comme aussi d'en ajouter, afin d'entendre les significations variées de certains mots. Alors prenons un exemple concret. Voici quelques exemples de glyphes mayas. Alors, on commence par les glyphes phonétiques. Ici, vous avez le A, qui, comme on l'a dit, pouvait être représenté par plusieurs signes. Le E, I, U, O. Alors, ces signes syllabiques permettent ainsi d'écrire des prénoms. Par exemple, Michel s'écrira Mi, Che, Le. Il faut donc 3 syllabes, Michel, sachant que le E de la dernière syllabe est muet. Et puis, la seconde catégorie des glyphes, ce sont les glyphes sémantiques, qui désignent des mots. Alors, par exemple, des noms d'éléments naturels. Arbre, qui se dit te. Soleil, qui se dit kin. Eau, ja. Et montagne, vitz. Il y a aussi des glyphes qui désignent des entités politiques liées à des cités. Par exemple, Petén, Copan, Palenque, Tikal. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut remarquer?
Eh bien que si la civilisation maya était déjà depuis longtemps sur le déclin quand les Espagnols sont arrivés, ils ont résisté plus longtemps que les Incas ou les Aztèques qui étaient eux à l'apogée de leur puissance lorsque les conquistadors ont foulé leur territoire. Et qu'est-ce qui a permis aux Mayas de résister si longtemps aux Espagnols? Eh bien, sans doute d'abord parce qu'il y avait plusieurs populations, plusieurs tribus. Il y avait des tribus dans les plaines, des tribus dans les montagnes, des tribus dans la jungle. Et il n'a pas été facile du tout pour les Espagnols, notamment d'achever la conquête à Itza, par exemple. Autre point paradoxal, c'est que si les Mayas ont été d'abord méprisés, puis ignorés, mis au fond des oubliettes de l'histoire, eh bien à partir du 19e siècle, cette civilisation, ce peuple a littéralement fasciné les Européens et de façon générale les Occidentaux. Encore aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, il y a de très nombreuses personnes qui fantasment, qui rêvent de la civilisation maya. On leur a même prêté des vertus prophétiques en 2012, lorsqu'on a rappelé que le calendrier maya avait prédit la fin du monde, alors qu'il n'en est rien. Et toutes ces croyances, toutes ces légendes perdurent aujourd'hui, et il n'y a qu'à voir sur les sites précolombiens au Guatemala, au Honduras et au Mexique, qui sont régulièrement visités par des milliers et des millions de touristes chaque année.